Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Loi interprétative, le collectif des familles des victimes des violences politiques de 2021 à 2024. Soutien l'initiative du député Amadou Ba, le dit collectif réclame justice. Et puis pendant ce temps, la Commission nationale des droits humains demande quant à elle le report de l'examen de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie et appel au dialogue. Le riz ordinaire, plus communément appelé riz non parfumé, va connaître une baisse. Le kilogramme va passer de 410 à 350 francs CFA. L'annonce est du ministre de l'Industrie et du Commerce. L'association des consommateurs appelle donc à un respect strict des prix. Les professionnels du tourisme et du ciel au lac Rose risquent de voir leurs activités anéanties. C'est à cause d'un projet immobilier qui sera érigé entre la mer et le lac pour 18 000 logements. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'Industrie et du Commerce annonce la réduction du prix du riz ordinaire, communément appelé riz non parfumé. Le kilo va passer de 410 à 350 francs CFA. Dès le 3 avril prochain, l'association des consommateurs appelle au respect strict des prix afin de soulager les consommateurs. Satou Diba et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf pour le compte rendu. Le Conseil national de la consommation a tranché. À partir du 3 avril prochain, le prix du riz brisé ordinaire connaîtra une baisse de 60 francs, passant de 410 francs à 350 francs le kilogramme. Cette réduction concerne le riz d'origine indienne, thaïlandaise et vietnamienne, précise le ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est aujourd'hui justement l'occasion de proposer un prix qui a été en tout cas accepté de tous, c'est le prix de 350 francs par kilo. Si cela fait donc pratiquement 60 francs de réduction par rapport à janvier, mais je dois attirer l'attention que c'est finalement 100 francs de réduction par rapport au mois de mai. Vous savez que quand on est venu au pouvoir en avril, le prix du riz était à 450 francs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Conseil national de la consommation propose un prix du riz à 350 francs. C'est 100 francs de différence. Depuis 10 ans ou 15 ans, ça n'a jamais été fait au Sénégal. Ça veut dire que c'est 22,5% de réduction. Et je crois que ça veut dire que tout simplement aujourd'hui, le sac de riz qui coûtait pratiquement 22 500 va coûter donc aux alentours de 17 000. Le vice-président de l'ASCOSEN, Momad Sissé, a quant à lui invité le ministre à veiller à l'application effective de cette mesure afin que les consommateurs en bénéficient réellement. La chose est très simple. Les importateurs ont eu à baisser depuis très longtemps le prix à l'import. Mais nous n'avons jamais eu cette baisse-là au niveau du consommateur final. Aujourd'hui, on régularise. C'est-à-dire que cette baisse-là va être officielle. Tout contrevenant sera sanctionné. Mais ce qui est important, c'est qu'on respecte la réglementation. La réglementation dit qu'au niveau de la boutique, les prix doivent être affichés. Si cette réglementation est respectée, le consommateur n'a pas besoin d'alerter parce qu'il va acheter en connaissance de cause. Donc j'invite le ministre en charge de l'Industrie et du Commerce à faire respecter cette réglementation d'affichage d'informations au niveau du consommateur. Se félicitant de cette décision, le président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal a souligné qu'un accord sera trouvé pour garantir la stabilité du marché et le respect des nouveaux tarifs. Nous réjouissons de l'annonce de l'État sur la baisse des prix du riz. Et vu les prix qu'ils ont proposés, je pense que les détaillants pourront respecter les prix, Inch'Allah. Et vous savez, c'est normal parce que nous, on est les maillons les plus proches de la population. Donc, les consommateurs, ils ne peuvent pas avoir les informations tant qu'ils ne sont pas venus dans les boutiques détaillantes. Auparavant, on avait des problèmes de marge de bénéficiaires parce que
il n'y avait pas les charges supplémentaires. Ils sont en train de faire des efforts. Serigne Gueye Diop promet que des bajenu gox seront recrutés pour faire le contrôle citoyen. Les associations de consommateurs, y compris 11 nouveaux services pour les enquêtes économiques. La loi interprétative qui sera votée à l'Assemblée nationale le 2 avril prochain est du goût du collectif des familles des victimes des violences politiques de 2021-2024. Le collectif dit soutenir l'initiative du député membre du parti PASTEF. Selon ses membres, justice doit être rendue aux victimes. Les membres donc estiment que l'indemnisation également doit être mieux encadrée et revue. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Aram Falndao. Le collectif des victimes des violences politiques de 2021 à 2024 est en phase avec le député Amadou Ba du parti PASTEF pour la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Nous le félicitons d'abord, et puis parce que c'est une promesse qui a été faite lors des récentes campagnes électorales. Il a notre soutien, il a le soutien de tout le collectif, il a le soutien de toutes les victimes, parce que je pense quand même qu'ils sont en train de tenir cette promesse-là et lui dire qu'ils foncent et que derrière, nous nous attendons à ce que cette loi soit abrogée et que justice soit rendue pour ces familles-là. Revenant sur l'assistance financière de 5 milliards de francs CFA annoncée par les autorités pour les victimes des violences politiques, le collectif s'indigne du débat et précise que l'heure n'est pas encore au stade d'indemnisation. C'est le peu que le gouvernement puisse faire pour ces familles-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça doit faire un débat dans l'espace public, parce que ces familles ont tout perdu aussi. Le peu qui a été annoncé, ce n'est pas de l'indemnisation. On parle d'assistance aux familles pour le moment, parce qu'on ne peut pas parler d'indemnisation quand justice n'est pas rendue. Donc pour le moment, on parle d'assistance à ces familles-là. Ses membres demandent également l'allègement du processus d'obtention du jugement d'hérédité pour permettre aux familles des victimes de bénéficier de cette aide. Il faut que l'administration aujourd'hui facilite aux familles des victimes l'obtention de ce jugement d'hérédité-là, parce que ça prend du temps, du dépôt jusqu'à la tenue du procès pour le jugement. Et jusqu'à l'obtention de ce jugement-là, ça prend vraiment du temps. Le collectif des victimes des violences politiques de 2021 à 2024 dénonce par ailleurs la posture des autres membres de la société civile concernant la loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Il estime que ceci n'est rien d'autre que de la récupération politique. En Falndao, pendant ce temps, la Commission nationale des droits humains appelle à un report de l'examen de la proposition de loi interprétant la loi d'amnistie. La présidente de la CNDH encourage les autorités à privilégier les concertations et prendre pour un dialogue national. Elisabeth Grastine et Mafalfal. Face aux nombreuses questions sans réponse concernant la loi d'amnistie, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a tenu une assemblée de réflexion sur le sujet. Faut-il faire de la loi d'amnistie, l'abroger avec des dispositions expresses, l'interpréter? La réponse ou les réponses ne font pas l'objet de consensus. Voilà pourquoi, dès l'abord, d'emblée, nous avions dit que pour éviter tout désamour, les risques d'un désamour, les risques d'une instabilité, et pour permettre à tête reposée de réfléchir pour voir quoi faire par rapport à cette loi d'amnistie, eh bien, nous avions demandé qu'il y ait une concertation inclusive. La Commission nationale des droits humains souhaite que l'Assemblée nationale privilégie les concertations et que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question. Le dialogue, c'est fondamental. C'est un préalable. Donc, se concerter, dialoguer, ensemble voir quoi faire. Mais il y a d'autres préalables. Si la loi interprétative doit être passée devant l'Assemblée nationale, une recommandation est la suivante, c'est de soumettre cette loi au Conseil constitutionnel.
Le représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies se dit satisfait des conclusions issues de cet atelier. Toute action qui va être prise relativement à la loi d'amnistie contribue non seulement à restaurer le socle social sénégalais, mais également à prendre en compte les principes fondamentaux en matière des droits de l'homme, y compris la lutte contre l'impunité, la reddition des comptes, les réparations pour les victimes et leurs ayants droit. Le 2 avril prochain, les députés doivent examiner en plénière ce projet de loi. Cependant, la CNDH appelle à un report de cette discussion afin de trouver un dialogue national inclusif et sincère. Répartition des ressources allouées par l'État à travers le fonds de dotation de la décentralisation et le fonds d'équipement des collectivités territoriales. L'État s'engage à soutenir le processus de décentralisation et accompagner les collectivités locales. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA va être ajoutée au fonds destiné aux collectivités territoriales. C'est Moussa Balafofana, ministre des collectivités territoriales et de l'urbanisme, qui le dit. Je propose d'ailleurs de l'écouter. Il est interrogé par Ndeya Difal et Barasso. C'est une rencontre qui, sur le plan étatique, symbolise l'engagement de l'État à accompagner le processus de décentralisation et à contribuer d'appuyer les collectivités locales, parce que nous comprenons et nous souscrivons à cette vision politique que l'agenda 2050 devra être exécuté depuis nos territoires et par l'accompagnement des acteurs. Les grandes lignes aujourd'hui de l'enveloppe globale, c'est que nous avons connu une augmentation de 5,5 milliards 500. Malgré le contexte difficile, l'État du Sénégal a tenu à respecter cet engagement. La répartition aussi au niveau des communes et des départements ont connu aussi des augmentations. Bien évidemment, les ressources ne sont pas suffisantes. Nous sommes les premiers à l'avoir exprimé quand nous étions dans une position de présenter notre offre politique. Mais nous comprenons que nous sommes dans une année transitoire, une année difficile. L'État maintient ses engagements, l'État augmente l'enveloppe et l'État aujourd'hui va aussi aller vers la grande réforme de la décentralisation, notamment revoir la fiscalité, revoir comment on va financer nos collectivités territoriales pour leur donner plus de moyens, que ce soit du point de vue du capital humain comme des ressources budgétaires pour pouvoir mettre en œuvre notre politique qui est une politique de proximité, une politique de service, mais aussi une politique du développement territorial qui pense le développement depuis nos territoires. Je le disais en titre, le poumon du lac Rose risque d'être occupé par un projet immobilier. Les professionnels du tourisme et ceux qui sont dans l'extraction du sel sont totalement inquiets car leurs activités sont menacées. Ils estiment que ce projet de 200 hectares avec 18 000 logements va anéantir toute une économie et dégrader d'ailleurs l'environnement protégé par la bande des Filao. C'est ce que nous dit Babacar Seck. Les acteurs qui s'activent autour du lac Rose s'inquiètent de l'érection d'un projet immobilier sur plus de 200 hectares entre le lac et la mer. L'État du Sénégal a décidé d'octroyer 216 hectares à une société égyptienne, Orascom, Casa Orascom, pour bâtir quoi? Ce qui nous inquiète le plus. Pour bâtir quoi? Un site où effectivement c'est des logements. 18 000 logements sont prévus sur ce site. 140 000, voire 200 000 personnes entre le lac Rose et la mer. Vous vous rendez compte? C'est le poumon du lac Rose qui sera habité par les populations. Nous allons détruire la forêt de Filao. Nous allons détruire, ce projet va détruire les dunes. Ce projet également, avec les déchets solides et liquides, va détruire le lac Rose et finalement même empêcher l'exploitation du sel. La construction des habitations va forcément contribuer à la dégradation de l'environnement et la destruction de la bande de Filao. Entre le lac et la mer, où voulez-vous que les Filao survivent avec tout ce que l'homme va entraîner comme déchets? Que les déchets solides, bien entendu,
qui vont impacter forcément les fils à eau et les déchets liquides qui vont détruire la nappe phréatique, entraîner beaucoup de nitrates dans le sol. Ces nitrates vont arriver sur le lac et rendre le sel même impropre à la consommation. Tous ces facteurs-là font qu'il est pour nous inacceptable d'envisager de construire une ville qui est loin d'être verte, c'est pas vrai. On a déjà la verdure, c'est créer une ville entre le lac et la mer. Ainsi, les acteurs du lac craignent de perdre la principale activité économique représentée par le tourisme et l'extraction du sel. Car c'est qui sur son 5e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le thème de cette année est vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. La direction de l'information et des relations publiques des armées estime que cet événement majeur sera marqué par une prise d'armes et un défilé motorisé aérien. Au moins 6000 personnes vont prendre part au défilé du 4 avril. Je vous propose de suivre les explications du colonel Clément Christogone Nassalan. Il est le commandant de la zone militaire numéro 1, maître également d'œuvre du défilé du 4 avril. Ces explications ont été recueillies par Barasson. C'est un défi énorme. Et je l'appréhende avec beaucoup d'humilité d'abord, sachant que je ne suis pas seul dans ce travail. Il y a énormément, une équipe énorme qui est derrière et qui depuis, j'allais dire, 4 semaines, qui est vraiment à pied d'œuvre, qui travaille sur le terrain avec plusieurs réunions de coordination. Et pour l'instant, on peut être rassuré au regard de ce qui a été montré par l'ensemble des participants justement dans les préparations, mais aussi de la répétition du défilé civil qui a eu lieu le samedi dernier à l'aéroport militaire de Yoff, montre qu'effectivement nous sommes sur la bonne voie. Également sur la préparation du lieu du défilé, peut-être que vous l'avez déjà constaté au niveau du boulevard, il y a un travail qui est en train d'être fait avec les différents acteurs, les différents partenaires. Le boulevard est en train de changer de visage. Et ce processus va se poursuivre jusqu'à la veille du défilé. Nous aurons 14 aéronefs engagés dans ce défilé aérien. Ensuite, après le défilé aérien, va intervenir le défilé motorisé, notamment des forces de défense et de sécurité. Et pendant ce défilé, vous allez constater vous-même qu'il y aura 397 véhicules qui seront engagés, plus 141 motos qui sont des moyens de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Après ce défilé motorisé va intervenir le défilé à pied des écoles de formation militaire et paramilitaire. Nous en avons une dizaine, ce qui fait à peu près un effectif de 1172 défilants. Et après ce défilé va intervenir celui des forces de défense et de sécurité, notamment les militaires, les parachutistes et tout le monde. Et donc, pour ce défilé-là, vous aurez globalement 22 formations qui vont défiler pour un effectif de 3425 défilants. Donc, et enfin, il y aura effectivement le défilé de l'escadron monté de la gendarmerie avec 66 chevaux. Ce qui fait globalement pour le personnel, nous attendons autour de 6000 défilants, notamment 6092 défilants à pied. Visite de l'ambassadeur du Canada au Sénégal et d'une délégation de l'Assemblée nationale. C'est à Bargny, c'est pour assister à la clôture du programme Bargny Vert pour l'engagement des communautés pour un environnement sain et un avenir durable. Initié par l'organisation Bargny Diaspora grâce au soutien du Fonds canadien d'initiative locale. Ce projet a permis d'ailleurs d'accompagner près de 400 jeunes dans un programme éducatif et environnemental. Voici Sébastien Beaulieu, ambassadeur du Canada au Sénégal. Il est au micro de Babacar Seck. Et c'est très émouvant d'entendre les témoignages de la solidarité, même de la diaspora qui accompagne la population de Bargny devant ces défis importants. Des défis importants liés au changement climatique. J'ai entendu des témoignages. On m'a dit qu'ici, il y avait des cimetières avant, des terrains de foot. Et maintenant,
toute l'industrie de transformation est mise à défi. Et c'est très important pour la ville, c'est très important pour la communauté. Et on m'a dit que ça avait des impacts même jusqu'à dans des pays voisins, toute la transformation du poisson. Alors nous, on a effectué une petite contribution, modeste, et c'est très important. Je suis accompagné aujourd'hui par une délégation parlementaire. Nous avons des sénateurs qui nous accompagnent, qui sont venus du Canada. Et c'est important de voir pour eux comment les ressources canadiennes sont mises à contribution. Et je pense que c'est une contribution du Canada ici très modeste, avec le camp pour les enfants, la formation pour les enfants, avec le travail pour les transformatrices de poissons. Alors, je pense qu'il faudra leur demander, mais je pense qu'elles seront satisfaites de voir comment les ressources ont été utilisées. La Fondation de l'international sénégalais Pape Matar Sarr a signé une convention avec l'Office national des pupilles de la nation. C'est dans le but de mieux accompagner les enfants orphelins. Et également, le jeune milieu de terrain s'engage à renforcer cette collaboration. Il estime que cela est un défi pour lui. Pape Matar Sarr, international sénégalais, est au micro d'Elisabeth Grastine et de Bafalfal. C'est une immense fierté et une profonde émotion que je me tienne aujourd'hui devant vous pour officialiser ce partenariat entre l'Office national des pupilles de la nation et la Fondation Pape Matar Sarr. Tout au long de mon parcours, j'ai appris que la vie est faite de défis, mais aussi de rencontres et d'opportunités. Si j'ai eu la chance d'atteindre mon rêve et de porter haute les couleurs du Sénégal, je sais aussi que derrière chaque réussite, il y a du travail, du soutien et beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, à travers cette collaboration, mon objectif est simple: tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin, ces enfants qui ont perdu nos parents au service de nos nations, et leur offrir un avenir à la hauteur de leurs rêves. Et puis Fatima Mbengue, directrice également de l'Office national des pupilles de la nation, a également exprimé toute sa joie de voir cette collaboration aboutir. Fatima Mbengue estime qu'il s'agit d'un geste très particulier qui a été fait par l'international sénégalais, qui vient donc en appui aux orphelins de la nation. Je vous propose d'écouter. Elle est également interrogée par Elisabeth Grastine et Mafalfal. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un homme dont la générosité et l'engagement méritent d'être salués. Pape Matar Sarr, il est l'un des visages du football sénégalais, une étoile montante qui porte haut les couleurs de notre pays sur la scène internationale, notamment dans le championnat anglais. Mais au-delà de son talent, sur le terrain, il prouve aujourd'hui qu'il est aussi un homme de cœur, un modèle pour la jeunesse sénégalaise. En acceptant d'associer votre image à la cause des pupilles de la nation, Pape Matar Sarr, avec votre fondation Pape Matar Sarr, vous envoyez un message fort, celui de la solidarité et du partage. Il démontre que la grandeur ne se limite pas aux exploits sportifs, mais qu'elle réside aussi dans l'engagement social, dans la volonté de donner une chance aux plus jeunes. C'est d'ailleurs cet élément qui va fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.